Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie du 16 mai 2026, proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris. Émission d'information, pas de conseil médical individualisé. Cette semaine, notre veille a remonté 50 articles. Le fichier de curation est complet, avec 32 articles retenus et 18 articles exclus. Pour cette édition, j'ai choisi une ligne éditoriale centrée sur les douleurs pelviennes, les nerfs, le diagnostic et les trajectoires fonctionnelles. L'idée n'est pas de faire un catalogue de tout ce qui est sorti, mais de suivre un fil clinique. Comment mieux reconnaître les douleurs pelviennes, comment éviter de les réduire à une explication locale trop simple et comment articuler diagnostic, chirurgie, rééducation, sexualité et qualité de vie. Au programme, d'abord les must-read, avec plusieurs synthèses solides sur la sexualité, l'exercice, le périnée, la prostatectomie, la grossesse et les suites de cancers gynécologiques. Ensuite, un dossier thématique sur les douleurs pelviennes, avec l'endométriose, la sensibilisation centrale, les douleurs neuropathiques pelviennes, le nerf pudendal, la congestion pelvienne, la dysménorrhée et les douleurs vulvaires. Enfin, quelques brèves utiles pour la pratique autour de la chirurgie anorectale, du résidu postmictionnel et de la sexualité neurologique. Must read, fonction pelvienne, sexualité et récupération fonctionnelle. On commence par un article qui dépasse largement la seule sphère gynécologique. Dans The Journal of Sexual Medicine, Ruiz Perce Ali publie Systematic Review and Meta-Analysis on the Beneficial Effect of Exercise on Sexual Dysfunction in Women. C'est une revue systématique avec méta-analyse sur les effets de l'activité physique et de l'exercice dans les dysfonctions sexuelles féminines. Les auteurs rappellent que la dysfonction sexuelle toucherait plus de 43% des femmes dans le monde, avec une étiologie multifactorielle et surtout un déficit d'évaluation et de traitement. La revue inclut 23 études, dont 15 dans la méta-analyse, utilisant le Female Sexual Function Index, que l'on peut appeler FSFI à l'oral. Les interventions sont très variées: entraînement du plancher pelvien, exercice aérobie, renforcement, programme combiné, yoga, travail aquatique ou gainage. Le résultat principal est favorable. Le score FSFI s'améliore en moyenne de 5,30 et 1 point par rapport au groupe contrôle, avec des gains dans tous les domaines: désir, excitation, lubrification, orgasme, satisfaction et dyspareunie. Le message clinique est intéressant parce qu'il déplace le curseur. On ne parle pas seulement de muscler le périnée, mais d'intégrer la fonction sexuelle dans une approche corporelle plus large. Pour les gynécologues, sages-femmes, kinés, médecins généralistes et sexologues, cette méta-analyse donne un argument simple. L'exercice n'est pas un conseil vague d'hygiène de vie, c'est une intervention potentiellement pertinente sur la sexualité féminine. La prudence reste nécessaire car l'hétérogénéité est élevée et le niveau de certitude globale est limité par la variété des protocoles. Mais dans la vraie vie, c'est justement cette diversité qui peut être utile. Une patiente avec dyspareunie, douleur pelvienne ou perte de désir ne relèvera pas forcément du même programme qu'une autre. L'important, c'est d'avoir une porte d'entrée active, adaptée, progressive et mesurable. Deuxième must-read, toujours dans The Journal of Sexual Medicine, mais cette fois chez l'homme, de Oliveira et Al Signet, Efficacy of Pelvic Floor, Muscle Training in the Management of Premature Ejaculation, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. La question est très pratique. Le Pelvic Floor Muscle Training, ou entraînement des muscles du plancher pelvien, a-t-il une vraie place dans l'éjaculation prématurée? Les auteurs incluent 5 études, avec 236 hommes au total. Ils comparent notamment l'entraînement du plancher pelvien ou l'entraînement du contrôle sphinctérien à des contrôles médicamenteux, comme la dapoxétine ou à des programmes combinés. Le résultat est nuancé et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être cité. Le travail périnéal isolé ne ressort pas comme la solution dominante. Les interventions médicamenteuses ou les approches combinant entraînement du plancher pelvien, dispositifs de masturbation ou exercices respiratoires semblent supérieurs sur le temps de latence éjaculatoire intravaginale. Pour la pratique, ce papier évite 2 excès. Premier excès: vendre le périnée comme réponse magique à toute dysfonction sexuelle masculine. Deuxième excès: exclure complètement la rééducation du champ de l'éjaculation prématurée. Le message raisonnable est plus fin. Le périnée peut avoir une place, mais probablement dans un programme combiné avec éducation sexuelle, respiration,
contrôle de l'excitation, parfois traitement pharmacologique et sélection correcte des patients. Pour les kinés et les médecins, c'est un rappel utile. Avant de proposer des contractions périnéales à un homme qui consulte pour éjaculation prématurée, il faut savoir ce qu'on cherche à modifier, comment on le mesure et dans quel cadre thérapeutique on intervient. On passe ensuite à la prostatectomie radicale robot-assistée avec un papier du Journal of Robotic Surgery. Swartz et Al publient Neurosafe Guided Robot Assisted Radical Prostatectomy versus Standard de RARP, Systematic Review and Meta-Analysis of Comparative Studies. Neurosafe est une technique péropératoire utilisant l'analyse extemporanée des marges pour aider le chirurgien à préserver davantage les bandelettes nerveuses quand c'est oncologiquement acceptable. La méta-analyse regroupe 13 études, dont 2 essais randomisés, pour un total impressionnant de 22 183 patients. Les résultats sont cliniquement forts. La technique Neurosafe est associée à une meilleure récupération de la fonction érectile, avec un odds ratio de 2,00, à une meilleure récupération de la continence, avec un odds ratio d'1,36, et à une diminution des marges chirurgicales positives, avec un odds ratio de 0,73. La récidive biochimique ne semble pas augmenter. C'est important pour la pelvipérinéologie, parce que la continence et la sexualité après prostatectomie ne dépendent pas uniquement de la qualité de la rééducation après l'opération. Elles se jouent aussi au blog, dans la précision du geste, dans la stratégie de préservation nerveuse et dans le dialogue entre chirurgien, patient et rééducateur. Pour un patient, cela veut dire qu'un parcours optimal n'est pas seulement opération, puis rééducation. C'est une chaîne complète. Information préopératoire, choix technique, préhabilitation si possible, geste chirurgical nerve sparing quand il est indiqué, puis suivi fonctionnel structuré. Pour les kinés, ce papier est aussi un appel à parler le langage des urologues. Marge, récidive, bandelette, continence, érection, qualité de vie. La rééducation ne remplace pas la chirurgie, mais elle s'insère dans une trajectoire fonctionnelle globale. Dans International Urogynecology Journal, Jean et Lee publient Effects of Pelvic Floor, Muscle Training in Pregnant and Postpartum Women, a Systematic Review. On est ici sur une revue systématique de 26 essais évaluant l'entraînement des muscles du plancher pelvien pendant la grossesse et après l'accouchement, avec ou sans feedback. Le résultat le plus solide concerne la force du plancher pelvien. L'entraînement améliore significativement cette force avec un effet standardisé global de 1,39. L'effet est présent pendant la grossesse, mais plus marqué dans le postpartum, avec un effet standardisé de 1,74 contre 1,10 pendant la grossesse. Les résultats sur la sévérité urinaire, les symptômes, la qualité de vie, la sexualité et le prolapsus sont moins constants. Les interventions avec feedback semblent donner des effets plus fiables que les programmes sans feedback. Ce papier ne dit pas que toutes les femmes enceintes ou en postpartum doivent recevoir le même programme. Il dit plutôt que l'entraînement fonctionne mieux quand il est structuré, suivi et ajusté. Pour les sages-femmes, kinés, gynécologues et médecins généralistes, c'est un signal pratique. Le conseil générique « faites des exercices du périnée » n'est probablement pas suffisant. Le feedback, qu'il soit manuel, verbal, instrumental ou échographique, a une valeur clinique parce qu'il transforme une consigne abstraite en apprentissage moteur. Cela rejoint ce que beaucoup observent en cabinet. Certaines femmes pensent contracter, mais poussent. D'autres contractent les fessiers, les adducteurs ou les abdominaux. D'autres encore savent contracter, mais ne savent pas relâcher. L'entraînement utile du plancher pelvien n'est pas une série de contractions distribuées sur une fiche, c'est un processus d'apprentissage. Toujours en obstétrique, Huberlin et Al publient dans Journal of Gynecology, Obstetrics and Human Reproduction, Feasibility of Transperineal Ultrasound in the Delivery Room for the Management of Obstetric Anal Sphincter Injuries, a randomized controlled trial. L'essai porte sur l'utilisation de l'échographie transpérinéale immédiatement en salle de naissance, réalisée par un obstétricien non expert, chez des primipares, après accouchement vaginal avec déchirure, au moins du 2e degré, ou épisiotomie. Les femmes sont randomisées entre examen clinique seul et examen clinique associé à l'échographie transpérinéale. L'objectif final est très concret, mieux détecter les lésions obstétricales du sphincter anal et mesurer l'impact sur l'incontinence anale à 5 mois. L'étude inclut 110 femmes avec un taux élevé d'accouchements instrumentaux. Le message n'est pas que l'échographie doit remplacer l'examen clinique. Le message est que l'examen clinique peut manquer des lésions et que l'imagerie au lit de la patiente peut devenir un outil de sécurisation diagnostique
à condition que la faisabilité et la formation suivent. Pour les patientes, cela peut changer beaucoup de choses. Une lésion sphinctérienne non reconnue à l'accouchement peut se traduire par des années de symptômes mal expliqués. Urgence, gaz incontrôlé, souillure, douleur, peur sociale, perte de confiance corporelle. Pour les équipes de maternité et les rééducateurs, cette étude soutient un modèle plus proactif. Ne pas attendre que la femme revienne 6 mois plus tard en disant que quelque chose ne va pas, mais mieux documenter la situation dès le départ. Dernier must-read de cette première partie, Mamani et Al publiaient dans International Urogynecology Journal Effectiveness of Pelvic Floor, Physiotherapy Technique in Women with Sequels of Gynecologic Cancer, a Systematic Review. La revue retient 10 articles sur les techniques de physiothérapie périnéale chez les femmes présentant des séquelles de cancer gynécologique. Les approches décrites incluent surtout l'entraînement musculaire du plancher pelvien, parfois combiné à d'autres modalités. Les bénéfices rapportés concernent la fonction sexuelle, l'incontinence urinaire, la force musculaire, la qualité de vie et certaines douleurs ou gênes pelviennes. Le niveau de preuve n'est pas parfait. Les populations sont hétérogènes et les traitements oncologiques aussi. Mais l'intérêt pratique est réel. Ce papier est important car les séquelles de cancer gynécologique restent souvent sous-orientées en rééducation. Après chirurgie, radiothérapie, curithérapie, chimiothérapie ou hormonothérapie, les patientes peuvent présenter douleurs, dyspareunie, sécheresse, fibrose, troubles urinaires, troubles anorectaux, fatigue et perte de confiance dans leur bassin. Trop souvent, ces symptômes sont considérés comme le prix à payer de la survie. Cette revue rappelle que la récupération fonctionnelle fait partie du soin. La question n'est pas de promettre une normalisation complète, mais de proposer un accompagnement structuré, prudent, progressif, en lien avec l'oncologie et la gynécologie. Dossier thématique, douleurs pelviennes, nerfs et diagnostics. Sortir du réflexe purement local. Le dossier de la semaine commence en médecine générale, avec un article de The British Journal of General Practice. Lowe et Pichi publient Women's Perspectives on Pelvic Pain. Insights into the Emotional and Diagnostic Journey in Primary Care. C'est une étude par questionnaire menée auprès de 550 patientes d'un cabinet de médecine générale au Royaume-Uni. Parmi les 81 réponses, 45 femmes rapportent des douleurs pelviennes. La moyenne d'âge est de 40 et 1,9 ans. Seulement 48,9% disent avoir un diagnostic expliquant leurs symptômes. Les mots utilisés pour décrire la douleur sont forts. Stabbing, agonizing, crippling. En français, douleur en coup de poignard, douleur atroce, douleur invalidante. L'impact moyen sur la qualité de vie est de 7,5 sur 10 et l'impact émotionnel de 7,9 sur 10. Les limitations touchent le fonctionnement physique, le travail, les études, la vie sociale, les relations, la fertilité et la santé mentale. La donnée la plus utile n'est pas seulement l'intensité de la douleur, c'est le parcours diagnostique. Certaines patientes disent s'être senties validées et soutenues, mais d'autres décrivent un sentiment de rejet, de condescendance, de confusion ou de frustration. 7 femmes n'ont pas consulté, notamment par normalisation de la douleur ou par peur de ne pas être prises au sérieux. Ce papier ne démontre pas l'efficacité d'un traitement, il démontre un problème de filière. La douleur pelvienne est fréquente, invalidante, souvent multidimensionnelle, mais encore trop dépendante de la capacité du premier interlocuteur à entendre, trier et orienter. Pour la pratique pluriprofessionnelle, c'est un rappel brutal. Avant même la technique, il y a la reconnaissance. Une patiente qui arrive avec des années de douleurs pelviennes n'a pas seulement besoin qu'on palpe un muscle ou qu'on prescrive une imagerie, elle a besoin qu'on reconstruise une histoire clinique cohérente. Cycle, douleur sexuelle, vessie, intestin, lombopelvien, antécédents de chirurgie, accouchement, infection, violences éventuelles, fatigue, sommeil, anxiété, croyances, évitement. Cela ne veut pas dire psychologiser la douleur, cela veut dire éviter de chercher trop vite une seule cause locale. Cette idée est renforcée par un article plus fondamental du Journal of Clinical Investigation. Harvey et al. Publient Repeatedly occurring retrograde menstruation intensifies central sensitization, driven by neuroinflammation in endometriosis models. On est ici dans des modèles animaux avec des macaques rhésus présentant une endométriose spontanée et un modèle murin d'induction répétée de lésions. Les auteurs montrent que la répétition de menstruations rétrogrades et de stimuli inflammatoires augmente les lésions,
l'hypersensibilité, l'activation gliale dans plusieurs régions cérébrales ou médulaires, ainsi que l'expression de marqueurs nociceptifs comme TRPV1, substance P et CGRP dans les ganglions rachidiens. Ils observent aussi une modification des populations macrophagiques péritonéales et une élévation persistante de cytokines. Le dienogeste et le fingolimod réduisent l'hyperalgésie et la neuroinflammation dans ces modèles. Le niveau de preuve clinique directe est limité car ce n'est pas un essai chez des patientes. Mais la valeur conceptuelle est forte. L'endométriose douloureuse n'est pas seulement une cartographie de lésions, c'est une interaction entre inflammation périphérique, système nerveux périphérique, moelle, cerveau, immunité et mémoire de la douleur. Quand une patiente continue à avoir mal malgré une chirurgie ou malgré un traitement hormonal, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle exagère, qu'il reste forcément une lésion visible ou que la rééducation doit se limiter à détendre un muscle. Cela peut traduire une sensibilisation centrale et une neuroinflammation entretenue. Pour les cliniciens, ce papier soutient une approche multimodale. Traitement gynécologique quand il est indiqué, activité physique dosée, éducation à la douleur, sommeil, stress, thérapie psychocorporelle, rééducation périnéale adaptée et coordination. On quitte l'endométriose pour aller vers les douleurs neuropathiques pelviennes avec l'article de Kell et al. Dans European Spine Journal, Sciatica Beyond the Spine, a prospective study on laparoscopic neurolysis of pelvic sciatic and sacral nerves, demonstrating long-term improvements in pain, function, mood and bladder symptoms. L'idée de départ est simple, certaines sciatiques ne viennent pas du rachis. Une compression ou un piégeage intrapelvien à des nerfs sciatiques ou sacrés peut donner des douleurs pelviennes chroniques, sciatiques, dysménorrhée, dyspareunie, dyschésie, dysurie, vulvodynie, coccygodynie ou névralgie pudendale. Les auteurs suivent 25 femmes, âge médian 36 ans, avec au moins 2 ans de douleurs neuropathiques pelviennes réfractaires. Le diagnostic repose sur un examen neuropelvéologique et une IRM 3 Tesla. Toutes bénéficient d'une décompression laparoscopique du plexus sciatique et sacré. Les résultats sont spectaculaires sur le papier. Pas de conversion, pas de déficit moteur, diminution des scores de douleur de 70 à 90% dès un mois, maintien des gains à 6 et 12 mois, amélioration du SF36, du PHQ9 et du score OABV8. Il faut pourtant garder la tête froide, l'étude est prospective mais non randomisée, l'effectif est petit, la sélection est spécialisée et l'intervention est hautement experte. On ne peut pas en déduire que toute douleur pelvienne neuropathique relève d'une neurolyse laparoscopique. Son intérêt est ailleurs. Elle oblige à penser pelvis nerveux et pas seulement rachis ou périnée. Chez une patiente avec douleur pelvienne, irradiation sciatique atypique, symptômes urinaires, dyschésie, dyspareunie et IRM lombaire, peu explicative, il faut savoir que le conflit peut être intrapelvien. Pour les kinés et médecins, ce n'est pas une invitation à surdiagnostiquer les compressions nerveuses. C'est une invitation à repérer les tableaux qui sortent du cadre et à orienter vers des équipes capables de raisonner en neuropelvéologie. Dans cette logique anatomique, Eshkin Tanrouverdi et Al publient dans International Journal of Gynecology and Obstetrics Applied Surgical Anatomical Approach to Pudendal Nerve, Step-by-Step K Neurovascular Structures for Pelvic Nerve Surgery. C'est une étude anatomique descriptive sur 60 hémipelvis de 30 cadavres féminins. Les auteurs proposent une approche chirurgicale en 3 étapes et 9 temps pour identifier le nerf pudendal et ses rapports avec les structures adjacentes, notamment le ligament sacro-épineux et l'épine ischiatique. Ils documentent les variations de branchement et les repères utiles pour limiter le risque de lésions nerveuses lors de chirurgie pelvienne complexe, de chirurgie de l'endométriose profonde ou de chirurgie de névralgie pudendale. Ce n'est pas un papier d'efficacité thérapeutique, mais pour une semaine centrée sur les douleurs pelviennes et les nerfs, il a sa place. La névralgie pudendale est souvent discutée en consultation, parfois diagnostiquée trop vite, parfois oubliée trop longtemps. Or, le nerf pudendal n'est pas un concept abstrait. Il chemine dans un environnement chirurgical, ligamentaire, vasculaire et musculaire complexe. Pour les chirurgiens, l'article apporte une cartographie. Pour les rééducateurs, il rappelle que la douleur pudendale peut être influencée par des facteurs mécaniques, cicatriciels, posturaux, mais qu'elle impose aussi de connaître les limites de la prise en charge manuelle.
Pour les médecins, il rappelle la nécessité de distinguer douleur pudendale, douleur vulvaire, douleur myofaciale, douleur radiculaire et douleur centrale. Autre diagnostic trop souvent retardé, le syndrome de congestion pelvienne. Dans Annals of Vascular Surgery, Garcia Valencia et Al Publiant et Pelvic Congestion Syndrome, Retrospective Analysis Single Institution Series Reported in Latin America. L'étude est rétrospective, mais la cohorte est massive. 1294 patientes incluses après exclusion des syndromes de compression veineuse pure. Les patientes présentent des symptômes pelviens et des signes d'imagerie compatibles avec une congestion pelvienne. Elles bénéficient d'une phlébographie et, le plus souvent, d'une embolisation gonadique par Qual. Dans cette série, 77,7% sont multipares, 56% rapportent une dysparonie avec EV à moyenne à 6,6 et 50,8% une dysménorrhée avec EV à moyenne à 6,9. L'embolisation est réalisée chez 90,3% des patientes. Une amélioration des symptômes est rapportée chez 86,8%. Chez celles avec données EVA complète, la dysparonie diminue de 70,8% et la dysménorrhée de 72,4%. Le taux global de complications est de 1,7%, dont 0,59% de complications majeures. Là encore, prudence. Étude rétrospective, monocentrique, sans groupe contrôle. Mais le sujet est trop important pour être ignoré. Dans les douleurs pelviennes chroniques, la congestion pelvienne reste parfois le parent pauvre du raisonnement. On pense endométriose, vessie douloureuse, syndrome myofacial, intestin irritable, mais moins souvent insuffisance veineuse pelvienne. Les signes ne sont pas toujours spécifiques, pesanteur, douleur augmentée en station debout, dyspareunie, douleur post-coïtale, dysménorrhée, varices vulvaires ou des membres inférieurs. Pour les cliniciens de première ligne, l'enjeu n'est pas de poser seul le diagnostic, mais de savoir quand y penser et vers qui orienter. La dysménorrhée revient ensuite avec l'article de Sen et al. Dans PLOS ONE, Association between attendance at a behavioral change communication module and dysmenorrhea prevalence among female university students. L'étude porte sur des étudiantes au Bangladesh et évalue l'association entre la participation à 3 sessions de communication pour le changement comportemental et la prévalence de la dysménorrhée. Après appariement par score de propension, les auteurs obtiennent 98 paires. La prévalence globale de la dysménorrhée reste élevée, à 69,4%, mais elle est plus basse chez les participantes exposées au module, 60 et 1,2% contre 77,6%. L'effet moyen du traitement chez les exposés est une réduction de 23 points de pourcentage. Les participantes exposées rapportent davantage d'activité physique régulière et une meilleure diversité alimentaire. Ce n'est pas un essai randomisé. On ne peut donc pas conclure que le module cause directement la baisse de dysménorrhée. Mais le signal est utile. Il rappelle que la douleur menstruelle n'est pas seulement une affaire dentalgique ou de contraception hormonale. L'information, l'activité physique, les habitudes de vie, la normalisation de la demande de soins et la capacité à identifier les signaux d'alerte jouent un rôle. Pour un public multiprofessionnel, ce papier a un intérêt de santé publique. On peut agir tôt dans les écoles, les universités, les cabinets de soins primaires, les centres de santé, sans attendre que la douleur devienne une histoire de 10 ans. Côté vulve, Wu et al. Publient dans Lasers in Surgery and Medicine Clinical Outcomes of Fractional Carbon Dioxide Laser Treatment in Women with Vulvar, Lichen Simplex Chronicus, a retrospective study with 12-month follow-up. L'étude inclut 88 femmes atteintes de lichen simplex chronique, vulvaire, traitées par 3 séances de laser C, O2 fractionné. Les auteurs évaluent les symptômes, les signes cliniques, le prurit vulvaire, la dysparonie et l'impression globale d'amélioration jusqu'à 12 mois. Les scores de prurite et de dysparonie diminuent significativement à 1, 6 et 12 mois. Les taux de réponse globale sont élevés, 89,8%, 93,2% et 88,6% selon les temps de suivi. En PG8C, environ 70 à 78% des patientes rapportent une amélioration ou une amélioration marquée. Le sujet est délicat. Les lasers vulvo-vaginaux ont été promus
dans plusieurs indications avec des niveaux de preuve très variables, parfois insuffisants. Ici, on n'est pas sur une recommandation générale, mais sur une étude rétrospective dans une pathologie vulvaire spécifique. Le papier mérite donc d'être lu comme un signal, pas comme un feu vert massif. Pour les patientes avec prurit chronique, dyspareunie, lésions de grattage et errance thérapeutique, il rappelle surtout que les douleurs vulvaires ne sont pas toutes des vulvodynies primaires. Il faut regarder la peau, traiter les dermatoses, travailler avec dermatologues et gynécologues, et ne pas réduire toute douleur vulvaire à une hypertonie périnéale. Brève, chirurgie anorectale, résidus vésicales et sexualité neurologique. Première brève dans Techniques in Coloproctology, Vagheri et al. Publiant Bridging the Gap, a systematic literature review and meta-analysis on the management of rectal wall defect after transanal excision. La question est très chirurgicale. Après excision transanale, pleine épaisseur d'une lésion rectale, faut-il fermer le défect rectal ou le laisser ouvert? 6 études comparatives sont incluses. La fermeture est associée à moins de saignements rectaux, odds ratio 0,57, et moins de réadmission, odds ratio 0,34, au prix d'un temps opératoire légèrement plus long. Les autres complications ne diffèrent pas franchement. Pour les soignants non chirurgiens, l'intérêt est de comprendre que les suites fonctionnelles anorectales dépendent aussi de décisions techniques très concrètes au bloc, et pas seulement de la rééducation secondaire. Deuxième brève du et al. Publié dans Journal of Investigative Surgery, Vascular and Wound Healing Implications of Single Stage versus Multistage Repair of Anorectal Malformations, a Systematic Review and Meta-Analysis. Le papier compare les réparations en un temps et en plusieurs temps des malformations anorectales chez les nouveau-nés et nourrissons. 19 études et 1972 patients sont inclus. Le résultat principal est que la réparation en un temps est associée à un risque plus élevé de déhiscence de plaie. Odds ratio 3,31, sans différence significative sur les infections, sténose, prolapsus, reprise, constipation, swelling ou selle volontaire. Ce n'est pas directement un papier de rééducation, mais il rappelle que les trajectoires anorectales commencent parfois très tôt, avec des enjeux de cicatrisation, de vascularisation et de fonction à long terme. Troisième brève, dans International Urogynecology Journal, Ruggeri et al. Publiant Clinical Relevance and Symptom Burden Associated with Elevated Post-Void Residual Urine in Women, a Cohort Study. La cohorte inclut 239 femmes avec résidus post-mictionnels supérieurs à 100 ml, médiane à 290 ml. Les symptômes associés sont principalement les infections urinaires récidivantes, l'incontinence mixte, l'hyperactivité vésicale et l'incontinence d'effort. Le point clinique marquant est que 88% des patientes ont recours à l'autosondage intermittent avec une amélioration importante de la charge symptomatique. Le VA, moyenne passe de 7,2 à 1,7. Pour la pratique, c'est un rappel simple. Mesurer un résidu n'est pas un détail technique. Chez certaines femmes, c'est ce qui permet de comprendre la répétition des infections, l'urgence, les fuites ou la gêne vésicale. Quatrième brève, on reste dans les interactions vessie, sexualité et neurologie avec Mazzoni Costa et Alden Spinal Cord. Partnered Sexual Activity and Satisfaction in Women with Spinal Cord Disease. Influence of Urinary Incontinence and Other Predictors. L'étude inclut 98 femmes atteintes de maladies médulaires, traumatiques ou non, suivies en neurourologie. L'incontinence urinaire est présente chez 52%, sévère chez 28,6%. L'activité sexuelle en couple est rapportée par 49% des femmes. Parmi elles, 58,3% ont une dysfonction sexuelle selon le FSFI. L'incontinence est fortement associée à l'inactivité sexuelle et à des scores FSFI plus bas. La continence urinaire prédit l'activité et la satisfaction sexuelle, avec un odds ratio de 5,0. Le message est direct, chez les femmes neurologiques, la sexualité n'est pas un sujet secondaire, et l'incontinence n'est pas seulement une question de protection ou d'infection. Elle influence l'intimité, le désir d'être en couple, la confiance corporelle et la satisfaction. Pour les équipes de rééducation, de neuro-urologie et de soins primaires, cela plaide pour poser la question de façon explicite, sans attendre que la patiente l'amène seule. Dernière brève, Ahofelt et Myrelade publient dans Techniques in Coloproctology,
Advancement Flaps in Perianal, Fistulizing Crohn's Disease, Technical Steps and Current Evidence. Cette revue narrative porte sur les lambeaux d'avancement dans la maladie de Crohn périnéale fistulisante. Les auteurs identifient 11 études, 305 patients, avec des taux de cicatrisation clinique très variables de 23 à 91%. La variabilité reflète la complexité des patients, l'inflammation luminale, les setons, les traitements biologiques et les stomies. Le message à retenir est que la chirurgie sphincter sparing est possible, mais qu'elle ne peut pas être pensée isolément. Dans les douleurs et suppurations périnéales chroniques, le contrôle de l'inflammation, le drainage et la coordination entre gastro-entérologues, chirurgiens et rééducateurs restent déterminants. Conclusion. Cette semaine, la littérature nous pousse à élargir le cadre. Les douleurs pelviennes ne sont pas seulement des douleurs d'organes. Elles peuvent impliquer l'inflammation, les nerfs, la vascularisation, les cicatrices, la peau, la sexualité, la vessie, le rectum, l'histoire obstétricale, le système nerveux central et le parcours diagnostique lui-même. Le papier de Lowe et Peachy dans The British Journal of General Practice rappelle que beaucoup de patientes attendent d'abord d'être crues, orientées et comprises. Celui de Harvey et Hall dans The Journal of Clinical Investigation rappelle que l'endométriose douloureuse peut s'inscrire dans une dynamique de sensibilisation centrale et de neuroinflammation. Celui de Kahl et Hall dans European Spine Journal rappelle que certaines douleurs projetées comme sciatiques peuvent être intrapelviennes. Et l'étude anatomique d'Eshkin, Tanreverdi et Hall rappelle que les nerfs du pelvis ne sont pas des abstractions. Ils sont au cœur des gestes chirurgicaux, des douleurs et des limites de nos prises en charge. À côté de ce dossier douleur, les must-read de la semaine montrent que les fonctions sexuelles et périnéales gagnent en niveau de preuve. Exercice et sexualité féminine, entraînement du plancher pelvien et éjaculation prématurée, neurosaph et récupération post-prostatectomie, entraînement du plancher pelvien pendant grossesse et postpartum, échographie transpérinéale en salle de naissance, physiothérapie après cancer gynécologique. Le fil commun est clair, la fonction pelvienne ne se résume pas à continence ou pas continence. Elle touche la sexualité, l'autonomie, la confiance, la douleur, le mouvement, le sommeil, la vie sociale et la qualité de vie. Merci d'avoir suivi cette veille. Vérifiez toujours les détails des études et les recommandations officielles avant de modifier vos pratiques. Retrouvez les références en description et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.